Les rideaux sont tombés sur le 33e sommet de l'Union africaine qu'a abrité Niamey, la capitale du Niger. Pourtant, les décisions issues de ce dernier sommet sont de nature à avoir un impact très important sur la quasi-totalité des pays d'Afrique. En effet, a été lancée par les pays membres de l'Union africaine la phase opérationnelle de la zone de libre-échange continentale qui, de l'avis des chefs d'État, constituera un pas vers la paix et la prospérité en Afrique et devenir le plus grand espace commercial au monde. Outre cette décision historique prise devant plus de 30 chefs d'État, plus de 100 ministres et plus de 4500 délégués invités, un autre véritable serpent de mer semble de plus en plus prêt à voir le jour. Le fameux projet de monnaie unique appelé ECO, attendu pour 2020. Les fervents défenseurs de la fin du franc CFA en Afrique n'ont peut-être pas vu venir l'entourloupe pour Alassane Dramane Ouattara, reçu à Paris par le président français Emmanuel Macron. À terme, le franc CFA sera l'écho. Quelle est l'utilité d'une monnaie qui remplace uniquement le franc CFA? Quid de pays comme le Nigeria ou le Ghana qui ont une certaine indépendance monétaire mais qui sont aussi concernés par le projet de monnaie unique dans la zone CEDEAO? Enfin, quelle prise en compte des questions sécuritaires, notamment en Libye et désormais dans la bande ouest africaine? Forte décision lors des sommets de l'UA et de la CEDEAO vers une réelle intégration entre les pays du continent. C'est le thème de l'émission du jour. À chacun et à tous, bonjour et bienvenue. Place au débat. On revient juste après ceci. À nouveau, bonjour à chacun, bonjour à tous. Êtes avec nous sur ce plateau. D'abord, sur le Madame Zat, bonjour. Bonjour, cher ami. Vous êtes président du mouvement patriotique de la jeunesse panafricaine, consultant problématique du terrorisme, spécialiste des questions de protection et de sécurité. Un plaisir de vous avoir sur ce plateau. Face à vous aujourd'hui, Rodrigue Rustico, bonjour. Vous êtes expert financier, fiscaliste et économiste. Votre présence s'impose sur ce plateau puisque des questions notamment de compréhension et d'intérêt sur des questions économiques seront apportées donc à nos téléspectateurs. Messieurs, merci. Rodrigue Rustico, ma première question est pour vous. Une décision qui réunit 54 pays sur 25, sur 55 du moins, avec le seul pays manquant qui est notamment l'Érythrée, mais qui a affiché sa bonne disponibilité à signer effectivement 55 sur 51, qu'on va dire, c'est carrément historique pour le continent africain. Oui, je crois que c'est historique, mais il faut quand même repartir un peu en arrière. C'est d'abord un système qui était d'abord lié à la volonté de tous les pays africains par le passé, mais il n'y avait pas encore un cadre formel pour pouvoir alors orienter alors les décisions. Donc, d'où ils ont essayé alors de mettre en place alors la ZLEC, qui consiste aujourd'hui à ne plus limiter le marché seulement à votre pays, mais à l'étendre tout simplement au niveau de l'État africain, de tous les États africains. C'est pour vous dire que c'est juste une première étape, c'est une formalité pour le moment. Nous ne sommes pas encore dans la réalisation, dans la pratique même de cette union-là. Parce qu'il y a plusieurs étapes sur lesquelles je vais revenir tout à l'heure pour qu'on puisse vraiment comprendre que ce n'est pas encore la boîte à Pandore, ce n'est pas encore une fin en soi, ce n'est que le début tout simplement d'une bonne coopération dans les pays États membres. Voilà. Alors, l'unité des pays africains autour de projets visant à renforcer la paix et la cohésion de peuple, n'est-ce pas là un signe de satisfaction selon la paix? Tout à fait. Mais écoutez, ensemble, on est toujours plus fort. Donc, partant de ce point de vue, je pense que les chefs d'État et de gouvernement ont pris une très bonne initiative, mais il est souvent regrettable que les grandes décisions, souvent issues de ces sommets ou de ces réunions, finissent toujours dans les tiroirs. Donc, nous devons prier à ce que tout ce qui va se faire cette fois-ci puisse aller dans du concret et de manière inclusive. Parce que souvent, nos chefs d'État sont amenés à prendre souvent des décisions qui parfois ne font pas l'apanage du peuple. Alors, donc, il faudrait tenir compte de nos réalités socio-culturelles, politiques, économiques aussi surtout, puisque c'est de ça qu'il s'agit, et faire en sorte que les besoins au niveau africain, c'est-à-dire dans tous nos États,
soient prises en compte. C'est vrai qu'on n'arrive pas à satisfaire tout le monde, mais je pense que c'est un bon début et qu'il faille quand même soutenir, n'est-ce pas, l'initiative. Je suis pour et partant. Voilà. Alors, Rodé Lucico, on dit les pays sont d'accord pour aller à la zone de libre-échange économique, mais on dit on donne à certains jusqu'à 10 ans avant de supprimer les frais de douane. On donne 15 ans à certains des pays très pauvres comme le Niger notamment. Et qu'est-ce qu'on met dans cela? Est-ce à dire que l'effet d'annonce ou ce n'est pas encore possible de matérialiser la chose en même temps? Rendez-nous un peu plus digeste les contenus ou peut-être les éléments qui sont donc cachés dans ce projet d'envergure. Alors, vous savez, ce projet entraîne quand même des réformes dans tous les États membres de l'espace. Et donc, pour ce faire, on n'a pas le choix. On ne peut pas tout de suite aujourd'hui sauter les barrières tarifaires, les barrières non tarifaires tout de suite dans tous les pays. Parce qu'on doit pouvoir préparer cela. Parce que vous avez dit que cette zone-là, en réalité, ce n'est rien d'autre que le cadre formel qui est défini. Donc, chaque État doit pouvoir travailler pour, mais se maintenir dans la zone. Quand vous ne travaillez pas, vous ne pouvez pas rester dans la zone. Cela veut dire quoi? Si on donne des délais à certains pays, c'est pour que les pays puissent se préparer. Et tous les pays membres de l'espace doivent pouvoir se préparer. Vous savez, cette réforme doit pouvoir entraîner l'utilisation de nouveaux moyens de paiement, l'utilisation également de nouveaux documents commerciaux. Et donc, il est important que chaque pays se prépare pour. Il n'y a pas de l'improvisation. Pour le moment, nous ne sommes pas encore dans la phase pratique de la zone. Nous sommes tout simplement dans la forme légale. On a légalisé alors les coopérations. Quant à chaque État maintenant de travailler, pour que on puisse savoir comment est-ce qu'il faut alors faire l'union douanière, comment est-ce qu'il faut alors uniformiser les tarifs, comment est-ce qu'il faut alors favoriser la liberté des personnes, et comment aller alors vers l'union monétaire. Vous voyez, donc c'est toute une étape. Mais pour le moment, nous sommes tout simplement au niveau de la coopération. On a mis en place alors une zone pour dire que votre marché ne se limite plus par rapport à votre marché initial. Vous pouvez étendre votre marché dans les autres pays. Mais vous comprenez que si vous ne produisez rien, vous ne pouvez rien étendre. Et donc, cette mesure également là amène les États membres à savoir qu'il faut alors repartir vers l'industrie. Il faut industrialiser son économie. Si vous n'avez rien à vendre, vous ne pouvez pas rester dans la zone. Celui-là qui n'a absolument rien à vendre n'a pas sa place dans la zone. Et donc, chaque pays doit pouvoir travailler pour faire sortir alors un avantage. Quand on parle d'avantages, nous allons parler naturellement des avantages au moins comparatifs. C'est-à-dire, je dois être en mesure de produire un bien pour pouvoir vendre ce bien-là à l'extérieur. Si je ne parviens pas à produire un bien que je dois vendre à l'extérieur à un coût relativement bas, je ne peux pas rester dans la zone. Je vais carrément transformer mon pays comme étant un pays de transit. Les gens vont passer par mon pays et livrer des marchandises ailleurs. Or, ce n'est pas l'objectif premier de la zone. Donc, c'est harmoniser les principes douaniers, harmoniser les règles, sauter les barrières et de manière à ce que celui-là qui veut livrer une marchandise dans l'espace qui concerne n'aura pas de difficultés. Vous voyez, donc cela permet également, c'est une belle opportunité pour les opérateurs économiques parce que un opérateur économique ne va plus voir son marché se limiter à son pays d'origine, mais il va voir son marché s'étendre. Je crois que c'est des dispositions que chaque État doit pouvoir prendre, travailler avec le secteur privé pour qu'on puisse harmoniser un peu les principes en termes de commerce et consorts pour que nous puissions vraiment favoriser les transactions. Si on ne le fait pas, on ne pourra pas parce que, vous savez, la zone a des exigences, a des contraintes qu'il faut vraiment essayer de respecter. Voilà. Alors, quand on sait que les pays africains, notamment, tous les pays du monde d'ailleurs, sont très jaloux de leur souveraineté, est-ce qu'un tel projet, à terme, est-ce que c'est un projet qui, selon vous, peut comporter espoir et réussite? Quelle est, selon vous, l'implication des chefs d'État actuels de nos pays? Je pense que la décision, elle doit être tout à fait d'abord politique. Et ensuite, elle devait tenir compte de certains paramètres. Puisqu'il s'agit des réformes, comme l'a dit mon co-débatteur, il s'agit des réformes profondes qui devaient prendre en compte, comme je le disais tantôt, les aspirations de nos peuples. S'il faut se départir des aspirations du peuple et que la décision reste purement politicienne, je pense qu'on aurait fait un faux bond. On aurait fait un faux bond parce que les décisions politiques, pour la plupart, sont des décisions qui sont vite fait rangées dans les tiroirs. Je prends le cas, par exemple, de mon pays, où c'est qu'on a sauté tout dernièrement, ou du moins diminuer quand même, faciliter, j'allais dire, c'est le mot, l'obtention de visa.
le Bénin. Le Bénin, le Rwanda et quelques pays africains font partie de ces rares pays qui, du point de vue de l'intégration, ont décidé d'instaurer ce genre de réforme. Mais quand vous allez dans un pays comme la Guinée équatoriale, c'est barricadé, c'est fermé. Donc il va falloir que des pays de ce genre, comme le disait mon co-débatteur, puissent ouvrir, n'est-ce pas, cet espace économique et permettre qu'il y ait, n'est-ce pas, des entrées, des sorties facilitées en interne à l'Afrique déjà. En interne à l'Afrique déjà, ce qui ferait un grand pas. Mais ces pays sont souvent, vous amènent un listing de problématiques liées par exemple au terrorisme, à la sécurité, etc. etc. Ce qui met en difficulté, n'est-ce pas, l'application parfois de certaines décisions issues de ces sommets. On peut réussir, mais à condition que la volonté politique accompagne celle de l'économie et surtout qu'elle soit, comment dirais-je, qu'elle soit liée, n'est-ce pas, aux aspirations du peuple. C'est mon avis sur la question. Alors, on parlait tout à l'heure, il y a des personnes qui sont, on va dire, très sceptiques, notamment par rapport à cette zone de libre-échange-là, qui estiment que les petits producteurs sont partis pour être bouffés et complètement dépassés par, on va dire, l'arrivée de marchandises bon marché sur le terrain concurrentiel. Est-ce que c'est un problème qui est réel? Est-ce que nous sommes partis pour avoir des difficultés par rapport aux petits producteurs dans certains pays notamment? Ah oui, ça c'est une vérité, c'est pas économiquement c'est vrai. Parce que vous savez, je l'ai dit tout à l'heure, lorsque vous ne produisez pas, lorsque vous n'avez pas un avantage absolu, tout au moins vous devez vous spécialiser. Si on dit tel pays, on doit pouvoir savoir ce que le pays est en mesure de vendre. Si ce n'est pas le cas, on va vous absorber. Et si on vous absorbe, vous ne pouvez plus alors vous exprimer au niveau de la zone. Et donc, sur le plan économique, les petits producteurs ne peuvent pas faire face, d'accord, à la compétitivité. Ils ne peuvent plus vraiment faire face à la concurrence parce que la concurrence sera très rude. Très rude. Et donc, lorsque vous n'avez pas des moyens de production qui peuvent vous permettre de réaliser des économies d'échelle et qui peuvent vous permettre d'aller un peu plus loin avec votre taille critique, cela posera un problème sur le marché. Et donc, l'un dans l'autre, vous êtes obligé de travailler et d'industrialiser votre économie. Parce que les petits producteurs n'ont pas alors cette capacité, cette force-là. D'où l'État a la responsabilité d'organiser également les petits producteurs avant de se mettre réellement dans la phase pratique de la de la zone. Lorsqu'on ne le fait pas, les petits producteurs vont disparaître. Cela voudrait dire quoi? Parce que si, déjà, un pays comme le Bénin, par exemple, on ne parvient pas à exporter beaucoup de biens à l'extérieur et nous ne faisons que de l'importation, nous ne sommes pas prêts pour cette zone-là. D'accord? Donc, dans la zone, c'est que vous devez être en mesure de produire un bien qui est à votre effigie, qu'on peut vraiment identifier par rapport à ce pays-là, qu'on est en mesure d'envoyer à l'extérieur. Et c'est là que vous allez faire rentrer des devises. Lorsque vous permettez à d'autres personnes d'envoyer leurs produits sur votre territoire, au contraire, vous renvoyez encore vos devises à l'extérieur. Donc, ceux-là qui sont juste des pays de transit ne vont pas se retrouver dans la zone. On va rapidement les absorber, on va rapidement les faire disparaître et leur économie ne sera plus alors une économie forte, comme le disait naturellement la décision. Donc aujourd'hui, les petits producteurs de problèmes, l'État doit parvenir à protéger ces petits producteurs-là, dans la mesure du possible, de manière à ce qu'eux-mêmes puissent vraiment trouver leur place. J'étais avec un opérateur économique la dernière fois qui me disait c'est une belle nouvelle pour moi parce que je vois quand même que je peux ouvrir alors le marché, je ne suis plus alors limité alors au Bénin. C'est pour vous dire que c'est une opportunité, mais il faut se préparer pour. Il faut se préparer pour parce que lorsqu'on va rentrer dedans avec de l'improvisation, ça ne marchera pas. Il ne faut pas vraiment occulter cela. Et il faut également la décision politique, comme le disait mon co-débatteur. Il faut forcément que les chefs d'État africains parlent les mêmes langues. Lorsque vous ne parlez pas les mêmes langues, vous ne pouvez pas atteindre les objectifs parce que l'objectif, c'est d'harmoniser, c'est d'avoir un marché commun, d'accord, au niveau de l'Afrique. Et l'objectif principal, beaucoup pensent que c'est déjà l'intégration. Ce n'est pas encore l'intégration. Nous ne sommes pas du tout encore au niveau de l'intégration. C'est une première phase préliminaire même. C'est pour juste avoir la base. Elle est même embryonnaire. Elle est même encore embryonnaire, quoi. Donc, de l'intégration. L'intégration, c'est beaucoup de choses. Vous imaginez qu'on vous demande alors d'aller vers l'union monétaire, d'aller vers l'union douanière, d'aller vers le tarif extérieur commun, d'aller également vers la libre circulation des personnes. Et pour le moment,
Pour le moment, nous sommes en train de parler de la libre circulation des biens. Mais il faut qu'on aille vers les personnes. Quand je veux me déplacer pour aller ici, pour aller dans l'espace, il ne faut pas quand même qu'il y ait des contraintes. Aujourd'hui, les contraintes sont toujours encore là. Et donc, c'est pour vous dire que nous avons encore tellement à faire. Ce n'est pas encore le moment d'applaudir, mais il faut encore attendre d'abord le travail que chaque État doit pouvoir faire. Voilà. Et si vous me permettez, pour enchérir ce que dit mon co-débatteur et certainement titiller le chef d'État, mais il serait heureux déjà que nous ayons le passeport africain étant décrié. Qu'on nous l'apporte déjà, c'est déjà là une preuve d'intégration avant qu'on en passe à une autre. Un document qui permet à tout Africain d'aller n'importe où sur le continent. Sans visa. Sans visa, sans difficulté. Ce serait déjà une étape concrète, n'est-ce pas, vers une intégration sous-régionale et régionale. Je pense que j'ai la crainte que si la décision économique ne s'impose pas à la décision politique, je crois qu'on ferait un bon tourbillon. Voilà. Alors, parmi les autres dossiers abordés au Niger, il y a eu la lutte contre les djihadistes, la situation en Libye et au Soudan, notamment, l'immigration. Est-ce que, selon vous, Rodrigue Rustico, on peut parler de développement économique sans parler de sécurité? Est-ce que les deux sont liés? Vous ne pouvez pas aspirer au développement sans parler de sécurité. Vous voyez, donc aujourd'hui, les cas cités dans le sommet, c'est des cas qui font légion. Tout le monde sait ce qui se passe dans ces pays-là. Et si ces pays-là ne peuvent pas être sur un niveau de sécurité un peu plus raisonnable, même si le risque zéro n'existe pas, un peu raisonnable, on ne peut pas avoir aspirer au développement. Vous imaginez dans un pays où il y a de l'insécurité, quel investisseur viendra investir? Personne ne viendra investir. Personne ne viendra investir. Donc, il est important d'abord quand même que les gens puissent avoir la paix dans leur pays avant de capter des investisseurs, avant que même les nationaux investissent. Ce qui fait d'ailleurs que la plupart du temps, les nationaux sont obligés d'aller investir ailleurs parce qu'ils ne voient pas la garantie de la sécurité de leurs capitaux investis. Donc, conséquence, il faut que ces pays-là, d'abord, puissent travailler pour leur propre sécurité avant d'aspirer au développement. Lorsque vous laissez la sécurité, vous pensez que vous pouvez aller directement au développement, automatiquement, votre développement sera entaché d'irrégularités, beaucoup plus de risques, et vous allez encore revenir encore en arrière. C'est pour vous dire que la sécurité joue un rôle très important. Dans tous les pays de l'espace, ça joue un rôle très important. Il est important que chaque pays puisse se rassurer vraiment de son degré de sécurité. C'est très important. Voilà. Alors, M. Lamzat, notamment sur les questions de sécurité, on va en parler, notamment sur la Libye. L'Union africaine dénonce des ingérences extérieures sur le territoire libyen. Au Soudan, on a l'impression que le Conseil militaire de transition a le soutien de nombre de chefs d'État de la région, notamment l'Égyptien actuel président d'exercice de l'Union africaine, Abdel Fattah al-Sisi, notamment de l'Arabie Saoudite. On sait qu'il y a un certain nombre de pays très influents, notamment les pays du Golfe, qui soutiennent le Conseil militaire de transition. Est-ce qu'on peut parler de zone de libre-échange économique? Est-ce qu'on peut parler de paix? Est-ce qu'on peut parler de développement sans régler ces préalables-là dans ces pays-là? Puisqu'aujourd'hui, finalement, en Libye, on ne sait plus ce qui se passe. On retrouve des missiles un peu partout, des missiles parfois d'origine américaine. On en retrouve qui sont d'origine française, qui achètent les armes, qui les envoie et qui nourrit la guerre finalement. Déjà, dans le cadre de la Libye, il n'y a rien qui m'étonne quand on découvre des armes françaises dans des dépôts liés au maréchal Haftar. Nous avons débattu de ce problème-là ici, où c'est que nous sommes même étonnés et même offusqués de tout ce qu'il y avait comme pactage militaire. Vous voyez de nouvelles armes, des armes de dernière technologie. On ne sait pas qui les achète, qui les envoie, alors que ce pays-là est sous embargo onusien. Ça, c'est le premier paramètre. Le deuxième paramètre, c'est par rapport au Soudan. Le Soudan, je vous avais dit, si ça tombait au Soudan et en Algérie, ça risque de faire cas d'école pour toute l'Afrique. Pourquoi? Parce que le Soudan, dans un passé récent, a quand même abrité des terroristes comme Oussama Ben Laden, et je ne les cite pas, parce que c'est l'effet de la publicité. Tous ces gens-là ont eu des bases, des ramifications, mais au plan économique même, puisqu'il s'agissait aussi de faire entrer des devises, de les envoyer à travers des canaux que nous avons cités ici, et qui, d'une part, n'est-ce pas, ne crée pas une certaine stabilité pour les pays. Il a dit, si vous n'êtes pas un pays stable, vous parlez de quoi? De quel développement voulez-vous parler?
Moi, à mon avis, il n'y a pas de développement dans le bordel, comme le disait le général Kérékou. Et là où s'installe le bordel, vous n'avez même pas le temps de parler de votre quotidien, de ce que vous allez manger, nourrir, de comment l'État se fait. Et ensuite, maintenant, avoir le temps d'organiser, n'est-ce pas, de prévoir dans le futur ce que vous pouvez faire en termes d'organisation pour asseoir les bases d'une intégration, qu'elle soit politique, économique ou culturelle. Donc, il est difficile, dans le cadre de la Libye et du Soudan, si on doit prendre que ces deux États-là, de parler d'intégration ou de développement. Actuellement, ce sont des États en guerre. Maintenant, que ces États-là viennent signer ou paraffer les documents, franchement, c'est un peu sceptique quand même. Ça n'augure pas du sérieux. Vous voyez, le Nigeria qui regarde de loin, le Nigeria regarde de loin, ils ont signé, mais attention, il y a beaucoup de préalables auxquels il faudra que, n'est-ce pas, ces réformes la répondent. N'est-ce pas? Il y a le problème de la monnaie qui se pose. N'est-ce pas? Et en dehors de la monnaie, il y a les tarifs, comme il le disait, douaniers. Il y a ensuite l'intégration, le passage à nos frontières. Vous allez à la frontière ghanéenne, c'est un calvaire. Il a conduit, encore ça va. Mais vous passez de l'autre côté, à l'est, c'est pareil. Et quand vous allez plus loin, c'est encore plus calamiteux. Donc vous voyez, il faudrait que nos États, j'ai dit ici, la décision politique, elle soit ferme, mais qu'elle soit accompagnée, n'est-ce pas, d'une vision économique, mais bien précise, à laquelle adhèrent sérieusement les experts, travaillent et rendent des rapports. Sinon, vous verrez que le Bénin va certainement dire, bon, j'ouvre mes frontières, etc. Le Ghana dira plutôt, ah non, moi j'ai été frappé à Flao et pour ces raisons-là, je préfère me retirer un peu ou mettre un peu de restrictions. Et ça n'augure pas d'une intégration qui vraiment verra le jour. Alors, est-ce qu'au vu de ces développements-là, est-ce que les questions sécuritaires ne doivent pas être résolues en priorité avant même d'aller à cette intégration-là? Est-ce que, je dirais, le premier point même de ce sommet-là ne devrait pas être la résolution des conflits qu'il y a sur le continent? Bon, naturellement, c'est des préalables. C'est des préalables qu'il fallait d'abord faire. Il faut baliser le terrain pour le développement. Le développement ne se fait pas dans le désordre. Le développement ne se fait pas dans l'insécurité. Vous voyez, donc comme si vous voulez aller vers le développement, il faut quand même parvenir à changer de mentalité, d'accord, de manière de structuration, manière de réfléchir, votre manière de concevoir les choses. C'est ça le développement. Donc le développement, ce n'est pas qu'il faut décréter le développement. Il faut travailler pour le développement, il faut préparer le développement. Donc le développement ne peut pas voir jour, d'accord, ne peut pas connaître jour dans l'insécurité. Parce que là, parce que le développement nécessite de l'investissement. Si vous voulez investir dans un pays qui est instable, je ne sais pas à quoi ça va vous servir. Vous ne pouvez pas avoir ce que nous appelons le retour sur investissement. Vous aurez même peur d'investir. Et de conséquence, vous allez encore freiner le développement. Ces pays qui ont ratifié ont peut-être leur idée dans la tête. Je ne sais pas trop comment ils veulent s'arranger pour pouvoir régler le problème de l'insécurité. Sinon, je ne vois pas un investisseur normal, équilibré, qui puisse vraiment aller dans ces pays-là et investir aujourd'hui. Tout simplement parce qu'il ne se voit pas dans une sécurité de ses capitaux. Parce que le plus important, tout investisseur veut la sécurité de ses capitaux. Donc si j'investis, je dois pouvoir être protégé. Moi, quand je découvre que je ne suis pas protégé, naturellement, je ne pourrai pas alors continuer l'exploitation. Je pense que c'est des préalables, d'accord, pour pouvoir vraiment ratifier ces préalables. Et je pense qu'il fallait même peut-être leur demander de faire l'effort de diminuer considérablement, d'accord, ces risques-là, avant de venir ratifier. Si tant est qu'il faut ratifier pour ratifier, vous comprenez avec moi que l'application se posera un problème dans tous les pays. L'application se posera un problème. Or, il vaut mieux préparer d'accord, la ratification. C'est vrai que c'est un projet qui date de très longtemps et c'est récemment qu'on a formalisé cela et tous les pays ont adhéré. Mais il ne faut pas adhérer en tant que membre passif, mais il faut adhérer en tant que membre actif. Il faut travailler pour rester dans la zone. Quand vous ne travaillez pas, vous ne pouvez pas rester dans la zone. Mais vous imaginez qu'un pays qui ne soit pas en guerre puisse vraiment collaborer avec un pays qui soit en guerre au niveau de l'espace africain, c'est un problème. C'est un problème qui est là. Donc je pense que c'est des préalables qu'il faut régler. Et les États africains, les présidents des États africains doivent travailler pour sinon c'est des obstacles.
Il y a des obstacles pour la ZELEC. Donc aujourd'hui, la ZELEC, pour réussir, on a besoin d'avoir de la stabilité. On a besoin vraiment d'une sécurité pas possible pour pouvoir aider chaque pays à se développer. C'est vrai, c'est des opportunités. C'est une belle opportunité pour chaque pays de s'exprimer, d'accord, sur le plan économique. Mais si vous ne travaillez pas pour, vous allez rester là, tout le monde va passer sur vous et vous allez toujours disparaître. Donc, la ZELEC, c'est un gros risque. C'est en même temps aussi un grand avantage. Voilà un peu ce que j'ai à vous dire. Voilà, alors, sur le plan de on a l'impression aujourd'hui que nombre de pays, notamment le Nigeria, avec le conflit de Boko Haram, il y a le Niger aujourd'hui qui est attrapé aussi, le Burkina Faso, n'en parlons pas, autant de pays qui sont aujourd'hui en proie à l'insécurité. Si on ajoute là à la situation en Libye, est-ce que on peut réellement parler d'ouverture de frontières? Parce que ouvrir les frontières, est-ce que ce n'est pas aussi permettre aux djihadistes en griffe du terrorisme? Est-ce que ce n'est pas permettre aussi une zone de libre circulation pour les terroristes? Le fait de parler d'intégration, d'ouverture de frontières, de liberté, d'aller, de venir, puisque les terroristes, ça peut être vous, ça peut être moi, ça peut être n'importe qui, habillé comme tout le monde et qui juste un jour crie Allahu Akbar et déclenche une bombe. Je souhaiterais déjà que les terroristes ne soient pas nous. Et d'autre part, je vais vous dire que j'étudie en ce moment, n'est-ce pas, un paramètre de la levée des visas sur du Bénin, dans la sous-région. Regardez ce qui se passe. On met même des visas en ligne, d'accord? On nous dit, bon, vous pouvez avoir votre visa, le Bénin, il n'y a pas de restriction, machin. Moi, je suis passé par, il a conduit la fois dernière pour le Togo. Je suis arrivé, je suis rentré, c'est encore au niveau du Togo que j'ai pu avoir un cachet d'entrée. À mon retour, j'ai eu le cachet de sortir. Oui. Mais au niveau du Bénin, je suis passé comme... c'était une passerelle. Juste, je suis passé. Mais dans le cadre de la sécurisation du pays, celui qui rentre et qui sort, et dont on n'a aucune trace, mais que c'est extrêmement gravissime, au moins il faudrait, même si le cachet, même si on doit libérer les frontières, comme on dit, il faut qu'il y ait au moins un cachet et qu'il y ait une traçabilité, n'est-ce pas, de l'entrée, de la sortie de l'intéressé. Le fait de rentrer, sortir, sans trace, si le gars il arrive à la conduite, il rentre chez nous, avec peut-être des choses que je ne maîtrise pas, mais vous perdez sa trace. Vous n'avez plus sa trace. Il se retrouve à la frontière, c'est un exemple, hein, du Nigeria, où il doit aller vers le Nigeria. Au niveau du Bénin, on n'a aucune documentation qui puisse avoir le tracing de cet individu. Ce n'est pas vers la frontière nigériane qu'on le retrouve. Mais que se serait-il passé s'il décide de rester au Bénin? J'ai réfléchi à la question avec des experts à qui j'ai soumis ce genre de problématique. Le deuxième point, c'est que dans le cas de la sous-région, si on décidait, par exemple, on a lancé le passeport de la sous-région, la communauté économique des États d'Afrique de l'Ouest, tout le monde là, moi je voyais avec, vous voyagez certainement avec et d'autres, on décide d'aller vers celui de l'Afrique. Je reste dans le cadre de l'intégration. Le passeport africain dont on parle, ça fait plus de 2 ans qu'on nous en parle. Il a été même exhibé par le président Idriss Déby Itno et le président Paul Kagame. Mais 2 ans, c'est trop long. Ça veut dire que la décision politique, elle n'accompagne pas, n'est-ce pas, les actes qui devaient être posés, qui devaient, en temps réel, favoriser, n'est-ce pas, la faisabilité de ce genre d'actes qui, du moins, aurait pu favoriser à tel ou tel individu, partant d'un point A à un point B, sur le territoire africain, de voyager en toute quiétude. Donc, vivement que nous ayons déjà ce passeport. Et mieux, ce que j'allais émettre comme crainte, c'est que lors de ces sommets-là, nos chefs d'État ne prennent pas au cas par cas. Moi, je suis pour une intégration économique. Mais comme l'a dit mon co-débatteur, mais il faudrait qu'on aille secteur par secteur. Mais on va dans tous les sens. On est dans la politique, on est tantôt dans la sécurité, on bascule du côté de l'économie. Et l'économie, qui sait, bon, j'en suis pas un expert, il va certainement me contredire ou me confirmer ce que j'allais dire.
Mais c'est un domaine extrêmement large. Il parle de la fiscalité, il parle des taxes douanières, et il n'y a aucun expert, comme l'a dit le professeur Mamadou Koulibaly, l'ancien président de l'Assemblée nationale de Côte d'Ivoire. Mais on ne décrète pas une intégration, on y va avec des étapes, au cas par cas, et avec des experts. On ne va pas parler de monnaie avec des politiques. On ne peut pas parler monnaie avec des politiques. On ne peut pas parler intégration économique avec des militaires. C'est vrai qu'il y a un volet sécuritaire dans ce cadre, mais il faille qu'on ait des experts et chacun dans son domaine. Et les Africains s'embrouillent trop. Tout le monde est expert de quelque chose. Tout le monde est intelligent. Moi, les domaines économiques, je ne maîtrise pas trop. Mais vous me parlez des questions militaires, je vous réponds. Donc, il va falloir que nos chefs d'État aussi, à la sortie de ce genre de réunion ou d'organisation, puissent avoir sur pied des comités, des experts qui puissent débattre sérieusement de ces questions. Sinon, déjà, vous voyez, dans le choix du nom de la monnaie, on nous parle d'éco, moi je ne sais pas ce que ça veut dire, n'est-ce pas? J'aurais bien souhaité qu'on nous parle d'un Nkrumah ou d'un Africa ou de je ne sais pas quoi, où il y a Wari, etc., etc. Éco, ça veut dire quoi? Et ceux qui sont battus pour avoir ce nom-là, c'est eux qui font des déclarations à l'Élysée. Nous allons évoluer. Le président Issoufou a appelé samedi à la mise en place d'une coalition internationale de lutte contre le terrorisme au Sahel, à l'image de la coalition mise en place pour lutter contre Daesh, notamment État islamique au Moyen-Orient. Est-ce que selon vous, on a besoin d'une coalition internationale avec le soutien ou l'appui de tous les États du monde pour résoudre le problème du terrorisme en Afrique? Non, mais écoutez, le problème des Africains sera résolu par les Africains. Il faut d'abord la volonté de l'Africain. Si l'Africain n'est pas encore prêt, ce n'est pas celui qui est en dehors de l'Afrique qui viendra faire développer l'Afrique. Donc moi, je suis entièrement contre cela. Cela voudrait dire que vous-même, vous n'êtes même pas encore conscient du mot que vous souffrez, mais vous faites appel à autrui. Mais si vous connaissez déjà votre mot, pourquoi alors faire appel à autrui? Vous devez alors identifier les indicateurs internes, d'accord, pour régler ce mal-là. Et je pense que c'est important. C'est quand vous ne parvenez pas à régler ça que vous pouvez faire recours maintenant à d'autres personnes. Je pense que ce n'est pas une bonne politique. À mon humble avis, il faut tout simplement... baser sa stratégie sur d'abord les ressources internes, d'accord? Comment faire pour régler le problème en interne au lieu de faire recours à l'extérieur? C'est pas une bonne méthode parce que cela montre déjà l'incapacité que vous avez à régler vos propres problèmes et de faire recours à d'autres personnes. Donc c'est en stratégie d'ailleurs, en économie, même quand on voit ça déjà, on voit déjà le niveau faible de réflexion déjà de ces gens d'État-là et par conséquent ne peuvent que dépendre de l'autre personne. Or, vous savez, en économie, il n'est pas important de toujours dépendre d'eux. Parce que quand vous dépendez de l'autre, il vous impose ses règles, il vous impose ses conditions, et vous êtes obligé d'accepter. Donc, il ne faut pas commettre ces erreurs-là, parce que ceux-là vont mettre en place une cartographie des risques et mettre en place les dispositifs nécessaires. En même temps, garder en même temps les clés. Il ne faut pas leur remettre les clés. D'accord? Donc, il vaut mieux se baser sur ses compétences internes pour pouvoir régler alors ce problème du terrorisme. C'est très important. Alors, il y a aussi le problème de mobilisation de ressources qui est quand même un problème essentiel. On a l'impression que les États africains n'ont pas suffisamment de ressources pour lutter contre le terrorisme. Est-ce que ce n'est pas aussi un besoin qui peut être, je vais dire, compréhensible et qui a besoin donc du soutien des grandes puissances qui aussi, quelque part, favorisent ou arrangent de quelque manière que ce soit le terrorisme, notamment par la production des armes dont ont besoin ces terroristes-là pour opérer sur le continent, par où passent les armes. Autant de questions dont on aurait pu parler. Votre avis rapidement sur la question de mobilisation des ressources. Est-ce que ce n'est pas une question essentielle qui a besoin au moins notamment du soutien des grandes puissances économiques? On ne fait pas une guerre contre le terrorisme sans moyens. Ça n'a existé nulle part, ça n'existera jamais. Le deuxième paramètre, c'est que nos États ont les moyens, n'est-ce pas, de lutter contre le terrorisme. Les ressources naturelles, nous les avons, à tous les niveaux, en quantité et en qualité. Les ressources humaines, nous les laissons échapper la Méditerranée au risque de se retrouver en Europe. Si tel est le cas, pourquoi nous ne nous asseyons pas à réfléchir à comment faire pour que notre sous-sol puisse permettre une partie, n'est-ce pas, de l'exploitation de notre sous-sol, puisse permettre à créer des budgets défense
n'est-ce pas, et lutte contre le terrorisme. Et tous les pays ne sont pas riches en sous-sol. Citez-moi un pays africain qui n'a pas un minimum. Le Bénin n'a pas grand-chose aujourd'hui. Ah, mais si, bien sûr qu'on a beaucoup de choses qui sont cachées. Les notions que nous enseignons ne sont plus. Vous savez qu'il y a des États en Afrique. Je ne vais pas lever la boîte de Pandore, pour laquelle il est formellement interdit de digérer du pétrole. Vous le savez. Vous, le lendemain, vous avez tout à vos portes. Hein. Vous avez Boko Haram, tout le bordel qu'ils ont l'habitude d'aligner, vous les aurez à vos portes. N'allez pas créer non plus que vous avez de l'or. Prenez le cas du Mali. Le Mali qui est victime aujourd'hui du terrorisme. Mais imaginez-vous, autant de Kankou Moussa. Mais le Mali était et reste un réservoir important d'or. L'or, c'est ce qui sous-tend souvent la monnaie. Donc, allez comprendre. Et c'est pourquoi je pousse souvent nos téléspectateurs à la carte de 1 milliard de dollars de la Banque mondiale. C'est quelque chose qu'il faut comprendre. Nos sous-sols sont scannés et connus. Les gens savent où se trouvent nos ressources. Et vous voyez, là où on peut frapper facilement, on s'immisce, ou là où on a un potentat, on installe des bases militaires qui sont complètement à l'extrême des théâtres d'opération. C'est-à-dire du côté, Boko Haram peut être à l'est, on va vous installer une base à l'ouest, on ne sait pas ce qui se passe. Donc, avoir des moyens pour la lutte contre le terrorisme, si, on peut le faire par nous et pour nous-mêmes. Et je décris ici, n'est-ce pas, et je déplore, n'est-ce pas, le fait que l'Union africaine, jusqu'à là, dépende de l'Union européenne, par exemple, sur le plan politique. On parle terrorisme, on parle sécurité, il faut aussi parler politique. Voilà. Et je déplore aussi, enfin, les multiples programmes d'ajustement structurel et autres. Il va falloir qu'on en arrête. Alors, Rodrigo Isiko, l'autre grand projet, c'est évidemment le projet de monnaie unique en Afrique de l'Ouest. ECO, c'est son nom. Une autre volonté politique majeure des chefs d'État de la région, selon vous? Bon, vous savez, ça fait partie des étapes conduisant à l'intégration économique, mais je pense que s'il n'y a pas vraiment une grande volonté politique, ce serait un peu difficile. C'est le souhait de tout le monde. Tout le monde veut quand même, parce que lorsque votre monnaie ne dépend pas de quelqu'un d'autre, vous êtes libre. Aujourd'hui, maintenant, nous ne sommes pas libres. Vous imaginez, nous ne sommes en parité fixe avec l'euro. Et justement, est-ce que le projet ECO est un projet... C'est un bon projet. C'est un projet qui est noble. Vous savez, c'est des choses qui existaient depuis des années. Mais c'est aujourd'hui que, je ne sais pas, peut-être que c'est la qualité des chefs d'État que nous avons et qui fait aujourd'hui qu'on commence par susciter un peu, pour aller un peu en arrière, pour faire ressortir alors ces aspects-là. Donc, c'est pour vous dire quoi, que si nous avons une nouvelle monnaie dans l'espace au niveau de l'Afrique, c'est une belle chose. Parce que les barrières peuvent naturellement être d'abord l'utilisation de monnaies différentes. Puisque nous avons dit, nous voulons faciliter les transactions commerciales. Et si nous n'avons pas les mêmes monnaies, vous voyez un peu, il faut d'abord faire les échanges, perdre encore de l'argent. Vous voyez un peu, donc ça c'est des barrières également en termes d'échange. Donc si on peut aller vers la monnaie unique, c'est une belle chose. Mais il faut forcément que les chefs d'État africains qui dépendent d'accord des autres d'abord, il faut qu'ils arrêtent ça. Parce que si vous êtes toujours dans la qualité de dépendance, vous ne pouvez pas oser vraiment brandir cette nouvelle monnaie-là. Parce que de l'autre côté, ils vont frapper dur, ils ne vont pas accepter, parce qu'ils se disent, ils dépendent de nous, c'est nous qui avons donné tout ce qu'ils ont aujourd'hui. Mais cette monnaie unique, elle est importante. Vous imaginez aujourd'hui, le Nigeria qui est à côté, n'a rien à cirer avec quelqu'un. Le Nigeria qui a sa propre monnaie, ça n'a rien à cirer avec quelqu'un. Quand vous allez au Nigeria pour acheter aujourd'hui, c'est à vous même de vous préparer pour faire la conversion. Vous voyez? Donc, c'est une autonomie. Et il faut qu'on en arrive là, dans l'espace africain. Donc, si on veut le faire, il faut forcément que les chefs d'État soient prêts, d'accord, et s'offrir, d'accord, au monde entier, et recevoir les coups durs, et accepter les coups durs. Et il y aura des coups. Ça, il n'y a rien à faire. Il y aura des coups, parce que les autres, de l'autre côté, ne vont pas du tout nous laisser faire facilement. Mais nous-mêmes, là, nous pouvons quand même le faire. Donc, s'ils s'entendent, ils peuvent réussir ça. Voilà. Une quinzaine de pays... On risque d'être un peu inquiet par rapport à mon co-débatteur de sortie d'ici, n'est-ce pas, les bras croisés. J'aimerais bien comprendre. Si on a l'ECO, qui est une monnaie, ce qui est bien, l'ECO, bon, pour moi, je ne suis déjà pas d'accord pour le nom. Déjà, si on a cette monnaie commune,
pour faire des transactions et autres. Mais les préalables comme l'émission du billet, le taux d'échange, etc., sont des paramètres dont les experts n'en parlent pas. Justement, le président ivoirien, Alassane Ouattara, qui est quand même un grand financier devant l'éternel, des dizaines d'années d'expérience dans les plus grandes institutions financières au monde, il disait nous allons mettre en place une nouvelle monnaie qui s'appelle l'ECO. À terme, le franc CFA s'appellera l'ECO. C'était ses propos. Il y a la polémique, notamment autour du franc CFA qui donc est frappé en France, 50% des réserves bloquées en France. Est-ce à dire qu'on donne juste une nouvelle monnaie? Changement de nom. Est-ce juste un changement de nom, ou bien c'est un projet qui sera effectivement indépendant et dans les mains des États, des 15 pays qui déjà actuellement ont accepté de porter ce projet d'éco-là? Bon, vous savez, c'est purement de la politique. D'accord? Et quand vous analysez un peu ces propos, vous comprenez avec moi que c'est pour ne pas choquer le vis-à-vis qu'on le parle comme ça. Donc il rassure juste, il rassure juste le président français pour lui dire que ta monnaie va changer juste de dénomination. Mais ce n'est pas ce que nous voulons au niveau de l'Afrique. C'est pas ça. L'Afrique veut avoir sa propre monnaie qui n'est pas vraiment liée tout simplement. Donc pour le moment, l'éco n'est pas une monnaie africaine. Pour le moment, moi je ne sais même pas ce que ça veut dire l'éco pour le moment. D'accord? Et donc l'éco aujourd'hui, je ne sais pas comment ils se sont entendus pour mettre alors pour retenir ce nom-là. Deuxième chose, si on parle comme ça pour dire que le franc CFA sera désormais appelé, je pense quand même que tout le monde comprend un peu français. Tout le monde comprend ce qui est à travers les lignes, que c'est tout simplement un changement de dénomination. Si c'est un changement de dénomination, est-ce que les parités seront encore maintenues? Est-ce que pour convertir le franc CFA, pour convertir l'euro en franc CFA, est-ce que le parité est maintenu? C'est ça en fait le gros problème. S'il n'y a pas de préalable en interne, on doit pouvoir se préparer pour. Même si je laisse même le cas où l'éco, bon, qui est une monnaie de fait aujourd'hui, mais si on veut aller réellement vers l'union monétaire, ce n'est pas comme ça. Ce n'est pas comme ça. Il faut préparer cela. Vous savez, l'union monétaire aujourd'hui, c'est la dernière étape, d'accord, de l'intégration économique. C'est la dernière étape. Et donc, il faut d'abord harmoniser les principes de douaniers, harmoniser les tarifs, d'accord, favoriser la libre circulation des personnes avant d'aller vers l'union monétaire. Dans l'union monétaire, il faut alors créer une zone, d'accord, qui puisse utiliser une même monnaie. C'est ça, c'est tout simplement la définition très simple. Mais aujourd'hui, nous ne sommes pas encore à ce niveau-là. Je pense quand même qu'il est en train de mettre les chariots devant les bœufs. Il allait très vite déjà au-delà des ambitions de cette zone-là. Mais on peut déjà commencer par éliminer les étapes de l'intégration niveau par niveau, au lieu de chercher à tout faire ensemble. On ne pourra pas vraiment s'en sortir. Voilà. Sur le plan, il y a des pays comme le Nigeria, le Ghana, qui sont concernés par ce projet éco-là, mais des pays qui avaient déjà arraché, on va dire, leur liberté monétaire, entre griffes tout au moins, qui utilisaient leur propre billet, qu'ils frappaient et tout. Est-ce que ces pays-là vont accepter d'aller à une monnaie qui sera, on va dire, juste le changement de dénomination du franc CFA, puisque visiblement ces pays-là sont aussi dans ce projet-là? Est-ce qu'il n'y a pas le risque aujourd'hui que les États qui étaient, les 8 notamment de l'Afrique de l'Ouest, qui étaient dans le franc CFA, continuent d'être toujours, on va dire, sous potentat ou sous domination française, et que les États, Nigeria, Ghana notamment, continuent de garder, même si à travers cette monnaie-là, continuent de garder leur indépendance dans leur propre banque? Ben, si vous écoutez le président ghanéen, ce sont des préalables sur lesquels il est venu. En présence du président Macron d'ailleurs, où il disait nous, on est prêts et tout de suite à rentrer dans cette intégration-là. Nous sommes prêts à y aller tout de suite, n'est-ce pas? Même à ce que d'autres viennent après nous. Mais des préalables comme l'émission du billet, et les tarifs douaniers et autres, ça c'est nous, ça ne vous concerne pas. Et il va falloir que les Africains prennent sur eux, n'est-ce pas, la responsabilité de faire les choses par eux et pour eux-mêmes. Voilà, ce sera votre mot de fin déjà. Face à vous aujourd'hui, il y avait Rodrigue Rustico, vous êtes expert financier, fiscaliste et économiste. Merci d'être des nôtres. Nous avons très bien compris notamment les questions qui touchent à l'économie dans cette émission-là. Face à vous, Monsieur Rustico, il y avait Souleymane Hamzat, président du mouvement patriotique de la jeunesse panafricaine. À vous, chers téléspectateurs, merci de nous avoir suivis. À très bientôt pour notre numéro de Angle de Vue. D'ici là, portez-vous.